Dans les années 80, un Américain du nom de Gary Ednick a semé la terreur dans toute l'Amérique. Entre kidnapping, torture, viol et meurtre, cet homme avait pour but de créer une usine de bébés dans son sous-sol à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour concrétiser son projet, il lui fallait 10 filles qui tomberaient toutes enceintes au même moment. Attachez-vous, car dans cette vidéo, nous allons vous conter des récits authentiques, souvent perturbants, où la réalité dépasse la fiction. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à plonger dans l'univers sombre de l'affaire Gary Ednick. Tout débute lors d'une soirée du 25 novembre 1986. Joséphina Rivera, une femme noire de 25 ans, travailleuse de sexe et mère de 3 enfants, s'apprête à travailler. Ce soir-là, elle prend la décision de proposer ses services dans les rues de Philadelphie. Sur son chemin, elle croise un homme à bord d'une belle voiture, qui lui propose de le suivre chez lui. Comme vous vous en doutez sûrement, cet homme n'est autre que Gary Ednick. Joséphina n'a pas l'habitude d'accompagner ses clients à leur domicile, mais ce soir-là, Gary tente de la convaincre en arguant qu'ils sont tous deux de grande taille, rendant inconfortable une activité dans la voiture. Il ajoute que sa maison n'est même pas loin et que si elle accepte, il lui payerait $50. Et c'est exactement la somme que Joséphina avait prévu de faire ce soir-là. Après quelques hésitations, Joséphina finit par accepter de le suivre. Et sans le savoir, elle venait de signer son arrêt de mort. Elle disparaîtra ce soir-là sans laisser aucune trace. Ils arrivent chez Gary dans le 3520 North Marshall Street, une banlieue assez mal fréquentée, remplie de dealers. Ils font ce qu'ils ont à faire et, quand ils ont fini, au moment où Joséphina s'habillait pour rentrer chez elle, Gary est sorti derrière elle et l'a étranglée de force jusqu'à ce qu'elle a perdu connaissance. Il l'a ensuite traînée dans son sous-sol, puis l'a menottée. À son réveil, elle sentait un froid glacial dans le sous-sol puisqu'elle était nue à ce moment-là. En regardant autour d'elle, elle voit une petite fenêtre en hauteur qui a été condamnée volontairement pour empêcher tout regard extérieur et toute lumière d'entrée. Tout ce qu'il y a comme lumière est une petite ampoule fixée au plafond qui clignote. C'est tout. Elle remarque en face d'elle un frigo à la forme d'un cercueil. Il faut aussi savoir que quand Gary a fait descendre Joséphina dans son sous-sol, il lui a mis une chaîne autour de sa cheville en y ajoutant de la colle pour solidifier la chaîne. La chaîne était assez longue, du coup Joséphina pouvait se déplacer dans la cave. Pendant qu'elle fait le tour du sous-sol afin de chercher une échappatoire, une chose retient particulièrement son attention, un trou à la taille d'un être humain se trouve au milieu du sous-sol. Gary, à son retour, prend Joséphina et la jette dans ce trou, puis referme le trou avec de la planche et des sacs de sable avant de s'en aller. Il laisse Joséphina dans ce trou obscur, elle qui a de l'asthme, du coup elle a du mal à respirer. Elle crie de toutes ses forces en appelant à l'aide, mais personne ne l'entend. Gary, afin d'étouffer les cris de Joséphina et de s'assurer que personne ne les entende, prend sa vieille radio et la met à plein volume. Ainsi, il garantit que les appels de détresse de Joséphina restent inaudibles. Quelques heures plus tard, Gary revient, sort Joséphina du trou, lui apporte de la nourriture et à boire, et lui offre un vieux matelas. Au fil des jours, la cave devient le nouveau lieu de vie de Joséphina, où elle subit régulièrement des abus de la part de Gary. En cas de rébellion de sa part, il la ramène dans le trou. Pendant que Joséphina demeure captive dans la cave, Gary revient périodiquement avec du matériel de forage pour agrandir davantage le trou. Pendant qu'il creuse, il engage des conversations avec Joséphina. Il lui révèle son désir de fonder une grande famille le plus rapidement possible, expliquant qu'il a eu des enfants par le passé, mais que l'État les lui a retirés. Il élabore un plan pour éviter que l'État ne lui retire ses futurs enfants. Gary laisse entendre à Joséphina qu'elle n'est que le début de son plan, et voici ce qu'il lui dit. Je vais prendre 10 filles pour faire des enfants et les élever ici, pour que personne ne vienne nous déranger. Je préfère les femmes noires, et celles qui ne sont pas trop intelligentes. Mais peut-être que j'ai fait une erreur avec toi. Tu n'es pas bête? Cela fait maintenant plusieurs jours que Joséphina a disparu, mais aucune initiative de recherche n'a été entreprise. Il faut savoir que, nous sommes dans les années 80, c'est une femme noire. En plus elle est travailleuse de sexe, on peut dire qu'elle est livrée à elle-même. Un jour, pendant l'absence de Gary, Joséphina tente de s'échapper par la petite fenêtre du sous-sol. Avec ses chaînes assez longues, elle se déplace vers la fenêtre, enlève tout ce qui la bloque, mais se rend compte que la fenêtre est trop petite pour qu'elle puisse sortir complètement. Elle parvient à glisser la moitié de son corps par la fenêtre, entendant des bruits de voiture et de vent, elle crie de toutes ses forces pour obtenir de l'aide, mais personne ne l'entend, sauf un homme, son ravisseur. Il descend au sous-sol, la tire par sa chaîne, referme la fenêtre, et la menace de la tuer si elle réessaie. Un mois s'est écoulé depuis que Joséphina est seule dans ce sous-sol, et elle ne tardera pas à avoir de la compagnie. Le 3 décembre 1986, une jeune fille de 24 ans nommée Sandra Lindsay rejoint également la cave. Sandra est une Afro-Américaine qui résidait à l'Institut de réadaptation Elwyn, un établissement venant en aide aux personnes ayant une capacité mentale limitée. Elle était assistée par cet institut. Sandra est décrite comme une fille gentille, facile à faire confiance à n'importe qui. Elle entretient de bonnes relations avec sa sœur
sœur et sa mère, qui lui rendent régulièrement visite à l'institut. Tout comme Josefina, Gary enlève Sandra et l'emmène dans sa cave. Maintenant, deux jeunes filles se trouvent dans cet endroit où le froid est intense, la nourriture est insuffisante, les douches sont inexistantes, et elles ne disposent que d'un petit espace pour répondre à leurs besoins. La plupart du temps, elles restent enfermées dans le trou, et Gary les fait rarement sortir. Quelques jours après la disparition de Sandra, un matin où Gary laissait la radio allumée, quelqu'un frappe à la porte de son appartement. Gary parle avec eux, et après leur départ, conscient que les filles ont entendu quelqu'un frapper à la porte, il descend au sous-sol pour leur dire que c'était juste des voisins. Plus tard, on découvrira que ce n'étaient pas des voisins, mais plutôt la mère et la sœur de Sandra à la recherche de cette dernière. En effet, la mère de Sandra soupçonnait Gary d'être derrière la disparition de sa fille, car elle voyait qu'il venait souvent rendre visite à Sandra. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gary et Sandra se connaissaient depuis longtemps, ils couchaient même souvent ensemble. Étant donné que Sandra est une personne qui donne naturellement sa confiance aux gens, du coup elle a suivi Gary sans se poser de questions, ne sachant pas que ce dernier avait pour intention de la kidnapper. Gary, après avoir capturé Sandra, l'a forcé à rédiger une lettre à sa mère, expliquant qu'elle était partie à New York et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car tout allait bien. Gary a pris soin de faire tamponner cette lettre depuis New York pour lui donner une apparence crédible. Lorsque la mère de Sandra a reçu cette lettre, elle n'y a pas cru du tout. Par conséquent, elle a décidé de la montrer à la police. En examinant la lettre, la police a jugé nécessaire de mener une enquête sur Gary. Ils ont saisi son nom dans leur logiciel, mais n'ont rien trouvé à son sujet. Cela s'explique par une erreur commise par la mère de Sandra lorsqu'elle a mentionné le nom de Gary Ednick. La police décide alors de clore cette affaire, en disant qu'il s'agit juste d'une jeune fille qui a fugé. Le fait que les filles entendent chaque entrée ou sortie de la maison dérange profondément Gary. Un jour, il décide de prendre un tournevis et de les rendre sourdes. Mais ça ne va pas bien marcher, et donc il ne va pas aller au bout. Cependant, ça va être une véritable torture pour Josefina et Sandra. Le 22 décembre 1986, Lisa, une jeune femme de 19 ans, mère de 2 enfants, sort la nuit pour se rendre chez un ami. Sur son chemin, elle croise Gary qui lui demande ses tarifs, bien que Lisa ne soit pas une travailleuse du sexe. Agacée, elle réagit fortement. Gary, pour s'excuser, lui propose de la déposer chez son ami. Lisa accepte et monte dans la voiture de Gary, mais après cela, elle ne sera plus jamais revue. Maintenant les filles sont 3 dans le sous-sol, Josefina étant la plus ancienne et la plus âgée, joue le rôle de maman. Elle explique à Lisa ce qui est en train de se passer et à quoi elle doit s'attendre. Elle lui dit également que si elle se comporte gentiment avec Gary, tout devrait bien se passer pour elle. Cela fait maintenant pas mal de temps que Josefina est captive, donc elle connaît Gary mieux que les autres. Elle comprend que Gary apprécie les personnes qui se soumettent à ses désirs et qui le complimente. Et Josefina commence à réaliser que si elle veut un jour sortir de cet enfer, elle doit donner l'impression à Gary qu'elle est de son côté. Le 2 janvier 1987, Deborah Dudley, 23 ans, fait son entrée dans le sous-sol. À la vue des autres filles, elle ne semble pas du tout désorientée ou terrifiée, au contraire, elle se débat et frappe Gary. Elle est vraiment en colère, montrant une résistance physique plus marquée que les autres. Deborah possède une énergie considérable et ne se laisse vraiment pas faire. Deborah n'a pas eu une vie facile, elle s'est toujours débrouillée pour s'en sortir. Elle mène aussi une activité de travailleuse de sexe et c'est comme ça qu'elle a croisé Gary et comme avec les autres filles, elle a aussi fini dans le sous-sol. Toutes les filles suivaient les consignes que Josefina leur avait données pour éviter d'être punies par Gary, sauf Deborah. Cette dernière ne participait pas à ce jeu. Elle désobéissait à Gary, et c'est elle qui se retrouvait le plus souvent punie. Pour la sanctionner, Gary la laissait enfermée dans le trou pendant des heures. Gary, voyant que Josefina, Sandra et Lisa formaient une unité solide, tenta de semer la discorde entre elles pour les diviser, et il y parvint. Pendant que les filles dépérissent dans le sous-sol, Gary mène une vie tout à fait normale à l'extérieur. Il reçoit fréquemment des visiteurs chez lui, y compris ses petites amies, pour passer la soirée, sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Étant donné que Gary élève des chiens chez lui, et pour limiter les dépenses il décide de donner de la bouffe pour chiens à ses captives. Le 18 janvier 1987, Jacqueline rejoint le groupe des captives. Elle est la plus jeune d'entre elles, décrite comme étant très mince et fragile. Malgré son jeune âge, Jacqueline exerce aussi le métier de travailleuse du sexe. Gary a maintenant 5 femmes dans son sous-sol qui l'abusent régulièrement. Ce qui est particulièrement frappant dans cette affaire, c'est que 5 filles, toutes vivant dans la même localité, ont disparu en l'espace de 3 mois, et aucune recherche n'a été lancée pour les retrouver. Josefina, consciente que gagner la confiance de Gary est la seule option pour elle et les autres captifs de sortir de cette situation, adopte une approche attentionnée envers Gary. Elle se comporte gentiment avec lui accorde de l'attention, le complimente sur ses vêtements, lui assure qu'il peut compter sur elle, et affirme qu'elle sera toujours là pour lui. Cette approche semble porter ses fruits, et petit à petit, Gary commence à lui faire confiance. En témoignage de cette confiance, Josefina commence à bénéficier de certains avantages. Le jour de son anniversaire, Gary lui achète un gâteau. Il lui procure de la nourriture chinoise et du champagne pour qu'elle puisse célébrer avec les autres filles.
Cependant, en février 1987, Gary enferme Sandra dans le trou en guise de punition pour lui avoir désobéi. Il la sort du trou, menotte son poignet droit à une barre de fer fixée au plafond du sous-sol, la plaçant dans une position à demi suspendue. Sandra reste là-bas pendant plusieurs jours sans eau ni nourriture, et comme on peut s'y attendre, elle finit par succomber après une semaine. Et pour se débarrasser du corps de Sandra, il force les autres filles dans la cave à démembrer le corps de Sandra pour qu'elles soient toutes impliquées. Il met ensuite les grosses parties dans le congélateur, et au bout d'un moment l'odeur commence à être insupportable et ça abête le voisinage. Face à l'odeur provenant de la résidence de Gary, certains voisins ont frappé à sa porte, mais sans obtenir de réponse. Inquiets, ils ont alors contacté la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement remarqué une forte odeur. Interrogeant Gary, ce dernier a expliqué qu'il s'était endormi pendant qu'il cuisinait, brûlant ainsi un rôti. Les policiers ont gobé cette explication sans approfondir leurs investigations et ont quitté les lieux. Les événements ultérieurs auraient pu être évités si les policiers avaient effectué leur travail de manière plus approfondie. La police quitte les lieux, et Gary retourne à la cuisine. Là, il commence à cuisiner les restes de Sandra, qu'il prévoit de donner aux chiens et aux filles. Deborah, toujours aussi rebelle, ose insulter Gary lorsqu'il redescend au sous-sol. En réponse, Gary emmène Deborah avec lui à l'étage dans la cuisine. C'est là qu'il lui montre une casserole contenant la tête de Sandra. Il lui fait comprendre que cela pourrait être son destin si elle continue à se comporter mal. Suite à cette confrontation, Deborah redescend au sous-sol, pétrifiée et livide. Elle partage avec les autres filles ce qu'elle vient de voir, plongeant le groupe dans la terreur. Chacune d'entre elles se rend compte qu'elles pourraient être les prochaines si elles ne parviennent pas à éviter les représailles de Gary. Gary exploite habilement la terreur qui s'est installée parmi les filles et intensifie la division entre elles. Il utilise des tactiques pour semer la méfiance, allant jusqu'à offrir des récompenses à celles qui dénoncent les autres. Cette manipulation crée un climat tendu où la confiance entre les filles diminue progressivement. Les récompenses offertes par Gary servent à renforcer la compétition et à accentuer les tensions au sein du groupe captif. Gary décide de mettre en place une nouvelle méthode de punition. Il estime que les enfermer dans un trou ou les menotter contre une barre en fer n'est suffisant. Il remplit la fosse d'eau, il met des fils électriques à l'intérieur qu'il relie à des interrupteurs. Et dès qu'une fille se comporte mal, il la plonge dans l'eau et il active et éteint l'interrupteur par intermittence pour lui donner des chocs électriques. Un jour, Deborah et Jacqueline ont été mises dans la fosse remplie d'eau. Gary demande alors à Joséphina d'allumer l'interrupteur et Joséphina, si elle ne veut pas elle aussi finir dans la fosse, est obligée d'exécuter les ordres de Gary. D'autant plus que, ça fait des semaines qu'elle élabore une relation de confiance avec Gary pour un futur plan d'évasion. Elle ne peut pas se permettre de refuser parce que ça éveillerait les soupçons de Gary. Alors elle n'a pas le choix. Elle active l'interrupteur. Deborah Dudley décède sur le coup. Juste après ça, Gary décide de faire signer à Joséphina une lettre d'aveu l'impliquant dans la mort de Deborah. Gary met ensuite le corps de Deborah dans le congélateur pendant quelques jours, le temps de trouver un moyen de s'en débarrasser sans alerter le voisinage. Finalement, Gary demande à Joséphina de l'aider à mettre le corps de Deborah dans sa voiture. Ensemble, ils se rendent dans une forêt située à quelques kilomètres du domicile de Gary, où ils jettent le corps de Deborah. Devant les atrocités que Gary inflige aux femmes, on pourrait se questionner sur les expériences qu'il a traversées pour en arriver à adopter un comportement monstrueux. Gary Ednick est né le 22 novembre 1943 à East Lake, dans l'Ohio, dans la banlieue de Cleveland. Ses parents sont Michael et Helen Ednick. Il a aussi un frère cadet du nom de Terry. Après le divorce de leurs parents en 1946, les enfants Ednick ont été élevés par leur mère pendant 4 ans avant d'être confiés à leur père et à sa nouvelle épouse. Gary affirmera plus tard qu'il a été abusé émotionnellement par son père. Il a souffert toute sa vie d'un problème d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il faisait pipi au lit la nuit quand il dort, et a déclaré que son père l'humiliait en le forçant à accrocher ses draps tachés à la fenêtre de sa chambre, à la vue de leurs voisins. Gary est décrit comme étant excellent à l'école, par contre il n'interagissait pas avec ses camarades de classe et refusait de les regarder dans les yeux. Lorsqu'une étudiante de sa classe lui a demandé « As-tu fait tes devoirs, Gary ?» il lui a crié dessus et lui a dit qu'elle n'était pas assez digne pour lui parler. Gary a également été taquiné à propos de sa forme de tête étrange, que lui et Terry ont prétendu être le résultat d'une chute que Gary avait fait pendant son enfance. À l'âge de 14 ans, il s'inscrit à l'académie militaire de Staunton en Virginie, pendant 2 ans, qu'il quitte avant d'obtenir son diplôme. Après une autre période au lycée public, il a abandonné ses études et s'est engagé dans l'armée américaine à l'âge de 17 ans. Gary a servi dans l'armée pendant 13 mois. Au cours de l'instruction de base, son sergent instructeur l'a qualifié d'excellent. Il a postulé à plusieurs postes spécialisés, dont celui de la police militaire, mais sa candidature a été rejetée. Il a cependant pu intégrer la branche médicale de l'armée et a ensuite été affecté au 46e hôpital chirurgical de l'armée à Landstuhl, en Allemagne de l'Ouest. En août 1962, Gary a commencé à se plaindre de maux de tête sévères, d'étourdissement,
de vision floue et de nausées. Un neurologue de l'hôpital a diagnostiqué une gastro-entérite à Gary et a noté qu'il présentait également des symptômes de maladie mentale. En octobre 1962, Gary a été transféré dans un hôpital militaire à Philadelphie, en Pennsylvanie, où il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité et a donc été libéré honorablement du service militaire. Après qu'il soit démis de ses fonctions à l'armée, Gary a travaillé dans des hôpitaux publics comme infirmier civil mais a été licencié aussi là-bas, au manque d'assiduité et de comportement impoli envers les patients. Pendant des années, Gary a fait des allers-retours dans des hôpitaux psychiatriques à cause de ses problèmes mentaux et a tenté de se suicider au moins 13 fois. En 1970, sa mère avait été diagnostiquée d'un cancer des os et souffrait des effets de l'alcoolisme. Elle finit par se suicider en buvant du chlorure mercurique. Son frère Terry a également passé du temps dans des établissements psychiatriques et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. En octobre 1970, Gary décide de fonder sa propre église. Elle s'appellera Église unie des ministres de Dieu, et au début il a 5 disciples. Il fera des réunions dans sa maison qui auront même lieu pendant que les filles sont retenues captives au sous-sol. Il acquiert de plus en plus de disciples par le biais de manipulations habiles et de promesses séduisantes. Parvenant à extorquer de l'argent à ses disciples, il investit ses fonds dans un portefeuille d'investissement. 15 ans plus tard, ces investissements auront généré plus de 500 000 $ de gains, équivalent aujourd'hui à plus de 2 millions de dollars. En 1985, Gary a fait la connaissance de sa première femme, Betty Disto, par le biais d'un service matrimonial, qui serait aujourd'hui assimilé à un site de rencontre. Ils ont entretenu une correspondance par courrier pendant 2 ans avant que Gary ne la demande en mariage. Betty est arrivée des Philippines en septembre 1985 et a épousé Gary dans le Maryland le mois suivant, le 3 octobre. Cependant, le mariage a rapidement dégénéré après qu'elle l'ait surpris au lit avec un trio d'autres femmes. Tout au long de leur brève union, Gary a contraint sa femme à être une spectatrice pendant qu'il avait des rapports sexuels avec d'autres femmes. En outre, Betty a accusé Gary de l'avoir violée et agressée à plusieurs reprises. Avec le soutien de la communauté philippine de Philadelphie, elle a réussi à quitter Gary en janvier 1986. Pendant leur court mariage, il avait mis Betty enceinte. Le 15 septembre 1986, elle a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Jesse John Disto. Gary a également eu un enfant avec une autre femme, un fils nommé Gary Jr. L'enfant a été placé en famille d'accueil peu de temps après sa naissance. Gary a eu un troisième enfant avec une autre femme, Janet Davison, qui était analphabète et handicapée mentale. Leur fille, Maxine Davison, est née le 16 mars 1978 et a immédiatement été placée en famille d'accueil. Peu de temps après la naissance de Maxine, Gary a été arrêté pour l'enlèvement et le viol de la sœur d'Jeannette, Alberta, qui vivait dans une institution pour handicapés mentaux. Suite à cette affaire, Gary Ednick a passé 3 ans dans des établissements psychiatriques, n'effectuant pas de peine de prison. Il a été libéré en avril 1983, placé sous la supervision d'un programme de santé mentale approuvé par l'État. À sa sortie, Gary a acquis la propriété du North Marshall Street, qui deviendra la tristement célèbre maison de l'horreur où ses captives ont enduré des sévices et des traumatismes qui les hanteront toute leur vie. Le 23 mars 1987, Josephina a aidé Gary à enlever une autre jeune fille de 24 ans, nommée Agnès Adams. En voyant cela, les autres filles dans le sous-sol ont commencé à ressentir du dégoût envers Josephina, l'apercevant comme un monstre. Cependant, ce qu'elles ne savaient pas, c'était le plan que Josephina élaborait pour qu'elles puissent toutes sortir de cet enfer. Pour ce faire, il était essentiel de gagner la confiance de Gary. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, Gary commence à faire confiance à Josephina. Josephina étant consciente de cela, lui demande de la laisser rendre visite à sa famille pour les rassurer qu'elle va bien, et Gary accepte. Ils vont dans une station essence, et Josephina dit à Gary qu'il peut attendre dans la voiture ou aller se prendre un café dans la station essence le temps qu'elle aille voir sa famille qui habite juste au coin de la rue. Elle sort de la voiture, elle marche lentement d'un air détendu, mais son cœur bat à toute vitesse. Elle s'éloigne de la station essence et se dirige vers un croisement où elle se souvient qu'il y avait un téléphone public. Elle s'approche du fameux téléphone au loin, compose le 911, et quand on lui répond, elle sait exactement quoi dire. Elle s'est répété le même discours dans sa tête pendant des mois et des mois. Elle leur explique brièvement la situation et leur demande que des agents de police viennent la retrouver exactement là où elle se trouve, pour qu'ils puissent ensuite intercepter Gary et l'empêcher de tuer les autres filles. Mais la police au bout du fil ne la croit pas. On lui demande de répéter ce qu'elle dit pour confirmer, cependant les minutes passent. Gary attend toujours dans la voiture, et si jamais il sort et la voit, c'est fini pour elle. Puis, Josephina voit au bout de la rue un certain Vincent Nelson, un ancien ami à elle. Elle lui explique ce qui vient de lui arriver, mais il ne la croit pas et continue sa route. Les minutes passent, et Josephina attend seule dans la rue. Finalement, une voiture de police arrive devant elle. Elle raconte son histoire, les enlèvements, les tortures, les abus, les autres filles enfermées dans le sous-sol. L'histoire paraît incroyable, et on ne la croit pas désemparée. Elle montre les traces de chaînes qu'elle avait aux poignets, aux chevilles, un peu partout. Et enfin,
On commence à la croire. Elle monte dans la voiture de police et indique aux policiers où se trouve Gary à la station essence. Mais quand ils arrivent là-bas, la voiture de Gary n'y était plus. Josefina commence à paniquer et à penser aux autres filles qui sont enfermées dans le sous-sol. Et là, elle voit un peu plus loin une autre voiture de police avec Gary sur le capot, menottes au poignet. Leurs regards se croisent, mais Gary ne dit pas un mot et il est embarqué dans la voiture de police. Josefina donne l'adresse de la maison où les autres femmes sont détenues et ce que les policiers vont trouver là-bas va au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils découvrent 3 femmes émaciées, nues, enchaînées, recroquevillées sur le sol. Une autre est dans la fosse. À l'étage, ils découvrent des restes humains dans le four et dans une casserole, et ils trouveront d'autres restes dans le congélateur. Peu de temps après son arrestation en avril 1987, Gary a tenté de se pendre dans sa cellule de prison. Lors de son procès, il a affirmé que les femmes étaient déjà dans la maison lorsqu'il a emménagé. Son avocat a tenté de prouver qu'il était légalement fou pour lui éviter la prison mais ça n'a pas marché. Le fait qu'il ait réussi à amasser environ 500 000 $ par l'entremise de son compte de courtage a été utilisé pour prouver qu'il était un investisseur astucieux, et donc pas fou. Le témoignage de son conseiller financier a également été utilisé pour prouver sa capacité mentale. Ce dernier a dit de Gary qu'il était un investisseur astucieux qui savait exactement ce qu'il faisait. Le 1er juillet 1988, Gary a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de 6 chefs d'enlèvement, de 5 chefs de viol, de 4 chefs de voies de faits graves et de 2 chefs d'accusation de relations sexuelles déviantes involontaires. Il a été condamné à mort et incarcéré à l'établissement correctionnel d'État de Pittsburgh. Le 6 juillet 1999, Gary a été exécuté par injection létale à l'établissement correctionnel d'État de Rockview, à Bellefonte, en Pennsylvanie, et son corps a été incinéré. Il est la dernière personne à avoir été exécutée par le Commonwealth de Pennsylvanie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.